Plus de 13 siècles après sa mort, Saint-Feuillin reste très populaire dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, et plus particulièrement à Fosse-la-Ville. Il faut bien le reconnaître, rien ne prédestinait ce moine nomade à une telle reconnaissance. Tous les 7 ans, respectant ainsi le serment des arquebusiers, les Fossois se mobilisent pour la célèbre marche militaire qui porte son nom. Les années septennales à Fosse-la-Ville ne ressemblent à aucune autre. Les autorités religieuses mettent tout en œuvre pour que cette manifestation, cette procession, soit la plus digne possible. Et les Fossois n'attendent plus que ça. Nous avons planté nos caméras au milieu d'une forêt de journalistes, en mal de sensationnel. C'est cette histoire extraordinaire que nous vous proposons aujourd'hui au travers de ce reportage. Fosse-la-Ville était rattachée à Liège. Oui, effectivement, à partir de 890, aux environs de 900 en tout cas, Fosse a été rattaché à l'évêché de Liège d'abord et à la principauté de Liège avec Nogé un peu plus tard. Et on a même eu le titre de bonne ville. Fosse a été une des 22 bonnes villes de la principauté. Nous étions donc principautaires jusqu'à la Révolution française. C'est en suivant Jean Romain, chercheur, historien, passionné et passionnant, que j'ai appris à découvrir la ferveur de la population locale pour ses traditions folkloriques. Ces 1001 secrets, je vous les livre aujourd'hui, au travers de ce reportage qui vous feront vivre ou revivre ces instants magiques. Mais sachez que si vous voulez vibrer et partager avec eux ces moments inoubliables, je vous invite très vivement à leur emboîter le pas. Le septennat pour certaines processions est assez courant. Il a lieu, je crois, à Saint-Tron. Ah oui, également, les processions religieuses là-bas n'ont lieu également que tous les 7 ans. Ici à Fosse, on a trouvé en 1635 la mention Propter Septennium. Donc on a fait la procession en fonction du vœu. Mais on remarque quand même qu'à partir de 1571, donc la première grande procession qui a suivi la fondation du serment d'Arquebusiers, la procession suivante a eu lieu en 1578 et puis en 1585, de sorte qu'on avait déjà une sorte de septennat à l'époque. Mais on considère 1635 étant la première mention connue comme le début du septennat, qui n'a pas toujours été respecté parce que de toute façon, à certains moments, il y avait des troubles, on ne pouvait donc pas faire la procession, on la reportait à l'année suivante ou parfois 2 ans après. Parfois, au contraire, comme Saint-Feuillin était invoqué notamment par les cultivateurs pour avoir du beau temps pour les moissons, il s'adressait donc au magistrat, qui était le conseil communal de l'époque, qui transmettait la demande aux chanoines qui envisageaient la possibilité d'organiser la procession, puisque c'était les chanoines qui étaient propriétaires et responsables des reliques de Saint-Feuillin contenues dans 2 chasses. Alors, tout ça a fait effectivement que le septennat, au cours du XVIIe siècle particulièrement, a été passablement bouleversé. Et ce n'est qu'à partir de 1837 qu'on s'est tenu strictement au septennat. 7 étant un chiffre magique, il n'est pas pris au hasard. Non, bien sûr, c'est un chiffre magique depuis l'Antiquité. Il est formé donc du 3 qui est le chiffre divin et du 4 qui est le chiffre de l'homme et de la terre avec les 4 points cardinaux et l'adjonction des 2 donne donc le chiffre 7 qui est par essence un chiffre sacré. D'ailleurs, les reliques de Saint-Feuillin, ce n'est pas par hasard non plus, ont été retrouvées 77 jours après sa mort. Chaque compagnie est composée d'officiers supérieurs, d'officiers, de sous-officiers, des batteries, une musique, et puis alors il y a les soldats, hein, il y a tous les marcheurs. Et alors, à la tête, évidemment, dans pratiquement toutes les compagnies, il y a les marcheurs, les officiers à cheval.
qui sont considérés comme, disons, les officiers supérieurs. Voilà à peu près la hiérarchie. C'est un peu la copie de ce qui se passait à l'époque napoléonienne, je dirais. Et autres. Et autres. C'est pas, ce cassage du verre, c'est symbolique. Chaque nouvel officier va à l'Assemblée générale de l'arme à laquelle il se rallie et il casse le verre. C'est une tradition tout à fait bonhomme, je vais dire. Depuis 2 siècles environ, le tour est à peu près immuable, qui n'a pas une procession dans les rues de Fos, mais qui passe à travers les bois et les campagnes. Donc c'est un petit peu le principe de la circumambulation, comme on dit, c'est-à-dire englober la localité, la communauté locale dans un cercle magique de protection par la promenade des reliques du saint tout autour donc, de la localité. Il comportait au départ 5 haltes qu'on appelle bataillons carrés. La première, c'est donc à la sortie de Fos en allant vers Namur, on quitte la grande route, on se dirige dans les campagnes et dans la campagne du Poche, on fait là-bas le premier bataillon carré où, en l'honneur du Saint-Sacrement et des reliques de Saint-Eulien, qui sont arrivés avec le cortège religieux, toutes les compagnies tirent une salve, forment d'abord un carré, au milieu, centre duquel se trouve la procession religieuse, et les compagnies tirent une salve. Puis on en faisait une deuxième à la route de Bambois, mais qui a été supprimée parce que le terrain était occupé pour un lotissement. On en fait une troisième juste avant midi dans la campagne du Chêne. Là, on fait encore toujours le bataillon carré, il a été maintenu, et donc selon le même principe. Puis les compagnies redescendent en force pour le bivouac et pour se restaurer. On repart vers 13h30 par la route de Tamines. On passe à côté de la ferme de Doumont. On passe alors dans les campagnes de cette ferme de Doumont. Puis on entre dans le bois Saint-Feuillin. Et là, avec une particularité, c'est que pour le plaisir de faire résonner les armes, tous les soldats tiraillent dans tous les sens. Et en même temps, c'est une très vieille tradition également, pour débusquer le lièvre de Saint-Feuillin. C'est une vieille légende qui dit qu'effectivement, à certains moments, on voit un lièvre s'encourir au milieu des compagnies débusquées, donc par tous les tiraillements de tous ces soldats dans les bois. Ceux qui sont chasseurs savent effectivement que dans les haillers, comme ça, les coups de feu résonnent très fort. Alors vous imaginez, quand il y a 100 fusils qui éclatent en pétarade incessante, ça fait évidemment beaucoup de boucans. Et puis, à la sortie de ce poste Saint-Feuillin, on monte effectivement vers la campagne de la Folie, et c'est souvent là qu'on voit effectivement le lièvre de Saint-Feuillin. Le chanoine Florentville, en 1813, dit on a vu 2 lièvres. Il indique dans son registre, on a vu 2 lièvres. Ce qui veut dire que la tradition, la légende du lièvre de Saint-Feuillin existait déjà à son époque, et donc, comme c'était avant la Révolution française, on sortait de la Révolution française, c'est certainement bien avant qu'était ancrée cette coutume de lièvre de Saint-Feuillin. Le doyen Crépin prétend d'ailleurs qu'il a vu un lièvre sculpté dans les salles de 1524, qui sont dans la collégiale. Personnellement, j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé le lièvre, il est peut-être parti. Mais toujours est-il que, personnellement, je suis tout de même à ma 11e septennale, l'année dernière. Par 3 fois, en tout cas, je peux certifier que j'ai vu un lièvre ou un lapin traverser pratiquement le carré des troupes comme ça, malgré les tambours, malgré les pétarades de fusils. C'est assez particulier. Alors, on traverse cette ferme de la Folie, qui est une ferme en carré traditionnelle. Le terme de la Folie, on ne sait pas très bien. Il y a 2 étymologies possibles. C'est comme dans la région des Cossines, il y a, je crois aussi, le château de la Folie, mais avec 2 L, parce qu'il rappelle la feuillée, donc un bois feuillu à proximité, ce qui existe effectivement là-bas. Ou alors la Folie, parce que
on considérait que construire une ferme sur une hauteur où il n'y avait pas d'eau était une folie. Effectivement, la ferme de la Folie n'a été raccordée à la distribution d'eau qu'il y a une vingtaine d'années seulement. Jusqu'alors, ils devaient se contenter d'un puits qui était assez profond et assez important pour alimenter un bétail, un cheptel tout de même assez important de 100-120 bêtes. Et donc, ce qui est curieux, c'est qu'on traverse cette ferme de la Folie, on rentre par l'arrière et on sort par le portail de devant. Et les reliques de Saint-Félien, qui sont donc avec les premières compagnies, s'installent alors, on les installe dans la cour. Le fermier, avec toute sa famille et ses invités, sont assis sur des bancs et sur des chaises autour des reliquaires. Et toutes les compagnies, il y en a une bonne vingtaine, 25, 26 habituellement, défilent dans la cour de la ferme de la Folie en présentant les armes, bien sûr, devant les reliques. Pendant ce temps-là, les porteurs, qui sont traditionnellement des fermiers, ou des fils de fermiers, ou d'anciens fermiers, ou des gens qui ont des acquaintances avec l'agriculture, qui revendiquent le droit de porter la relique du Saint-Félien, puisqu'il était invoqué au départ par les cultivateurs pour avoir du beau temps. Ils entrent dans la ferme où la fermière leur sert alors du café, de la tarte, etc., pour se restaurer avant la fin de la procession. Mais alors pour les compagnies, il y a là-bas dans les terres de la Folie un bivouac important, donc on amène du ravitaillement, on se restaure un petit peu avant la grande rentrée solennelle. Et avant cela, il y a une particularité aussi, c'est que comme la ferme de la Folie a une prairie immense, 2 terres d'ailleurs, qui descendent en pente douce vers la route de Namur, toutes les compagnies se mettent alors en rang de 100-120 hommes, parfois 200, et par vagues successives, on descend au pas de charge. Les tambours donc, jouent la charge, qui est une sonnerie particulière, et tous les rangs donc, descendent comme ça par vagues, en tiraillant également, pour simuler une sorte de combat, enfin une attaque d'un ennemi. Dans le fond de cette terre-là, on se regroupe alors, on reforme les pelotons et on fait la rentrée solennelle dans le centre. L'état-major est comité organisateur de la Saint-Félin. Donc il faut bien évidemment une poignée de gens qui sont impliqués de manière tout à fait active pendant la période qui précède la Saint-Félin, pendant un an et demi. C'est extrêmement prenant et toutes les compagnies y sont représentées. Le seul galon que l'on puisse revendiquer, il est personnel et individuel, en ce sens qu'au fil des années, on acquiert quand même une certaine routine en matière de préparation d'un Saint-Félin, en matière de relations. On connaît de plus en plus de gens et c'est important, c'est très important parce que c'est terre à terre, mais sur le plan matériel, si l'on n'obtient pas justement cette aide qui est largement sollicitée, c'est très difficile d'organiser le Saint-Félin. Donc moi je dis, si l'on prend à bras le corps l'étude des dossiers, enfin la recherche des aides financières auprès des différents organismes accrédités, il faut s'y prendre 1 an et demi à l'avance. Mais il faut le faire, parce que sinon, à un moment donné, on se retrouve alors à la veille de la Saint-Félin. On a peut-être eu des oui, on a peut-être eu l'un ou l'autre non, mais en général, nous avons quand même toujours été largement suivis par les pouvoirs subsidiants. Il y en avait quand même une vingtaine qui devaient approcher. Je dirais que même après la Saint-Félin, ces dotations ont encore été payées aux responsables de l'état-major. Cette année-ci, le doyen de Fosse a demandé à réincorporer un peu plus précisément l'aspect religieux dans la marche militaire. Et c'est effectivement une chance parce que il faut bien se rendre compte que toute marche d'Entre-Sambre-et-Meuse n'est pas un carnaval, ce n'est pas un défilé militaire, c'est une escorte militaire d'une procession locale, en l'honneur du saint patron de la paroisse. D'abord, c'était un travail d'équipe, puisque un an avant la Saint-Félin, j'ai réuni une série de gens mordus par la Saint-Félin, mais aussi des paroissiens et des gens soucieux de l'histoire. Qu'est-ce que Saint-Félin peut bien dire à des gens en ce siècle-ci, au XXIe siècle?
Alors on est allé aux sources, évidemment, on a recherché un peu l'histoire de Saint-Feuillin. Il y a quand même pas mal de documents qui sont sortis ces derniers temps. En étudiant qui était ce Feuillin, bien, on a découvert des valeurs vraiment importantes pour nous aujourd'hui. C'est donc un moine irlandais, né probablement au tout début du 7e siècle. Vivant à la dure en Irlande, hein, sur cette île d'Ichiquin, ayant connu l'ascèse, la pénitence, et la règle de Saint Colomban, etc., leur mission aussi était d'être des missionnaires. Il est arrivé ici à Fos en tout cas en 651, après avoir pérégriné un peu et fondé une abbaye, notamment sur la côte est de l'Angleterre, un peu au nord de Londres, à Knobberasburg. Puis il est passé sur le continent, où il est allé sur la tombe de son frère Furcy, son frère aîné, qui était enterré à Péronne. Et de là, il est arrivé à Nivelles, après une petite brouille apparemment avec le maire du palais, Erchinoald, là-bas, puisqu'on était en Neustrie à ce moment-là. Que Feuillin n'a pas été un saint tranquille, ça n'a pas été quelqu'un qui a eu la vie facile. Il a rencontré plein d'obstacles. Toute sa vie a tout le temps été obstacle à tout point de vue. Et il a donc été réexpédié. Le texte latin dit même expulsi sunt. Donc ils ont été expulsés par Erchinoald. Ils sont donc venus à Nivelles, où ils ont été là très largement, très cordialement accueillis par Sainte Gertrude et sa mère Hitte, qui était la veuve de Pépin de Landenne, à Nivelles. Feuillin était un passionné d'évangile. Il est venu d'Angleterre tout simplement avec une besace dans laquelle il y avait quelques reliques, mais en tout cas il y avait l'évangile et quelques vases sacrés pour le culte. Ils ont séjourné un moment à Nivelles. Feuillin y a laissé une partie de sa petite communauté de moines irlandais. Et Hitte et Gertrude lui ont donné le domaine de Bebrona, qui est la vallée de la Bième actuellement. Bebrona étant un mot celtique formé de Beber, qui signifie castor, et Ona, qui signifie l'eau. Donc c'est la rivière des castors, qui s'étend depuis les temps de Bambois actuel, qui n'existait pas encore, mais qui était la source de la rivière actuelle, qui est devenue, par le mot s'est déformé pour donner la Bième actuellement, le ruisseau de Fos, et qui se jette dans la Sambre à Nivelles. Alors, un domaine qui représentait quand même 5000 hectares, donc il avait de quoi se promener et évangéliser un peu déjà la région. Autre caractéristique de Feuillin, c'est que c'était un pauvre. Et que c'est par sa pauvreté et par son ascèse que véritablement il a changé quelque chose. C'est une valeur pour nous aujourd'hui que c'est un homme pauvre qui a transformé la société qui était pervertie par l'argent de ce temps-là. Mais Feuillin était un missionnaire, il avait la vocation missionnaire, il ne savait pas rester en place. Puis c'était aussi un marcheur, hein, parce que je crois que c'est vrai que la foi n'entre pas seulement par la tête, hein, mais entre aussi par les jambes. Feuillin était un marcheur de Dieu. Quand on voit son itinéraire, il en a fait des kilomètres à l'époque, et toujours tout à pied, évidemment. Hein. Et c'est ainsi que un jour de 655, ayant quitté Nivelles, on ne sait pas très bien, certains disent qu'il revenait vers Fos, ce qui est peu probable, puisqu'il a été dévoyé vers Senef, et là, là où se trouve maintenant la ville du Reux, il a été massacré par des bandits, avec 3 compagnons. Son corps a été ramené à Nivelles, mais on n'a retrouvé que 77 jours après, 77 étant bien sûr un chiffre sacré, et ramené à Nivelles d'abord, mais il avait émis le souhait d'être enterré à Fos, alors on a ramené son corps à Fos, qui a été directement l'objet d'une grande vénération. Il y a eu des pèlerins qui sont venus implorer sa protection, apparemment des miracles, mais on n'en cite pas énormément. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en 1086, l'évêque Henri de Verdun, l'évêque de Liège, est venu ici à Fos sortir les reliques de la tombe où il se trouvait, les élever sur l'autel, ce qui équivalait encore à l'époque à la canonisation, qui a été réservé par après au pape 2 siècles plus tard. Mais
À ce moment-là, donc, le culte populaire en honneur de Saint-Félien était reconnu au moins dans la principauté, dans l'évêché de Liège, puisque c'était le pouvoir des évêques de reconnaître un culte pour un saint particulier dans les limites de leur diocèse. Comment se fait-il que 1300 ans après, ce culte de Feuillin est encore aussi vivant? C'est quand même quelque chose de mystérieux. Il y a eu tant d'autres saints dont on ne parle plus. Et d'ailleurs, même en Irlande, le culte de Feuillin est très peu connu. Très peu. Ils connaissent beaucoup plus Furcy. Comment se fait-il qu'à Foss, il y a cette ferveur qui reste? Mais ce culte s'est répandu largement à l'extérieur, puisqu'on retrouve des églises de Saint-Folien en Brabant wallon, notamment à Hénin, à Offus, à Grand-Lay, à Longchamp plutôt, à Leuze-Longchamp, et également dans le sud de la province d'Amur, à Omzey. Il y a aussi une église Saint-Folien à Liège et une église Saint-Folien à Aix-la-Chapelle. Donc son culte a été très largement répandu. Alors, je crois que c'est un défi pour aujourd'hui et pour demain. Et je pense que Feuillin reste d'une extrême actualité encore pour aujourd'hui. On peut dire que c'est vraiment un saint moderne, tout en étant très âgé, quoi. Ça, c'est sur le plan historique d'ailleurs, c'est évidemment une manifestation qui est largement plébiscitée, qui est reconnue, qui est perpétuée, parce qu'il y a là un sentiment moral même, n'est-ce pas? Il y a le côté religieux de la chose, il y a le côté militaire de la chose, le côté folklorique, je veux dire. Militaire, c'est beaucoup dire, ce sont de faux militaires, bien sûr, mais il y a le côté folklorique qui est d'aspect militaire, et puis il y a le côté liturgique, qui est toute l'histoire de Saint-Feuillin, puisque c'est Saint-Feuillin qui est à la base de tout cela, qui est à la base véritablement de la structure. Je dois dire que là, évidemment, tout ça renaît dès qu'on approche l'année, je ne vais pas dire fatidique, mais l'année bienheureuse de la Saint-Feuillin. Plus on s'en approche, évidemment, plus on sent un mouvement intérieur qui anime tous les Fossois et tous les gens qui participent. Pour la procession de 2005, plutôt, on a constitué d'abord tout un comité paroissial qui a étudié les possibilités de réincorporer l'aspect religieux dans l'organisation générale de la Saint-Feuillin pour rendre donc cet aspect spirituel plus présent. Et donc, on avait cette année-ci non seulement les deux châsses, enfin le buste et la châsse contenant les reliques de Saint-Feuillin, mais également le buste de Saint-Berthoin de Malonne, la châsse de Saint-Roland de Gerpine, et des représentants de Liège, de Saint-Folien de Liège, la châsse de Saint-Folien d'Ureux, puisque à Heureux également, là où est mort Saint-Feuillin, il y a une confrérie Saint-Feuillin, avec une châsse spéciale également. Donc on avait tout un cortège religieux extrêmement important. Le curé d'Aix-la-Chapelle d'ailleurs était là, des prêtres d'Aix-en-Provence. Et bien à Saint-Tropez a lieu également le même folklore que par ici en Notre-Sambre-et-Meuse. Ce sont là-bas les bravades. Ils appellent ça les bravades de Saint-Tropez. Ce qui me fait penser, avec pratiquement une certitude, qu'à une certaine époque, donc à peu près à la fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance, donc au moment de la création des milices communales, des milices rurales, c'est un phénomène qui a dû se produire à peu près partout. Et on retrouve encore des marches de ce genre-là en Suisse et en Autriche, par exemple. Mais c'est peut-être un peu plus accidentel. Ce sont là-bas plus probablement des vestiges du passage de l'armée de Napoléon.
Il y a combien de compagnies ici à Fosse-la-Ville? À Fosse, il y a 8 compagnies pour Fosse Centre. Il y en a 16 maintenant pour l'entité, puisque depuis 1977, on est en fusion de communes. On a donc réuni 5 villages autour de l'ancienne commune de Fosse. Et chacun de ces villages, et même des hameaux, avait une compagnie propre. Il y a une particularité aussi, c'est que l'organisateur de la marche ici est l'état-major, qui est composé de tous les officiers des 8 compagnies de Fosse. Alors, cet état-major est donc chargé d'organiser toute la Saint-Feuillin. La Saint-Feuillin se déroule sur trois dimanches et plusieurs jours. Il y a d'ailleurs aussi, un peu comme le Soumons à Binge, il y a auparavant 3 journées de répétition au mois de mai, au mois de juillet et au mois d'août.